Très bien. Eh ben, bonsoir à tous. Du coup, on vous a invité dans le cadre d'ADEL, pour les acteurs de la décarbonation du logement. Donc, le but de ces petites sessions de webinaire va être de se partager des infos sur les rénovations, sur là, ici, en l'occurrence, sur les performances énergétiques et sur les moyens de chauffage et de rafraîchissement qu'on peut choisir dans une rénovation. Et aujourd'hui, du coup, on est avec Prime Air, donc il y a Antoine et David qui sont connectés. Et on va travailler sur les questions de choix d'équipement, en tout cas de chauffage et de rafraîchissement. L'idée, c'est de se faire des webinaires assez souvent, peut-être une fois toutes les 2 semaines environ, avec des intervenants qui sont des professionnels de la rénovation. Et le but, c'est de traiter un peu tous les sujets, que ce soit ici tout ce qui est thermique, mais aussi matériaux de rénovation. Pourquoi pas aussi discuter avec des collectivités qui auraient des problèmes de logement dans leur centre-ville. Voilà. Ou avec des maîtres d'œuvre, des architectes, et pourquoi pas aussi avec des investisseurs. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se partager chacun nos bonnes pratiques et puis pourquoi pas nos problématiques aussi. Voilà, donc je vous laisse aussi vous présenter. Merci Alexandra. L'idée, là, oui, comme on disait, le webinaire, ça va être, même s'il est enregistré, qui va permettre d'être disponible au replay, ça va être d'essayer d'échanger au maximum, de ne pas hésiter à poser des questions et à évoluer autour de ça. Voilà, l'idée, là, c'est que c'est, au-delà d'être un webinaire, c'est vraiment... on partage une expérience à un instant T. Tu veux faire un tour de table complet, peut-être, Alex? Et oui, on peut faire un petit tour de table. Du coup, pour moi, pour commencer, j'ai travaillé chez des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers. Donc, la question de la rénovation, j'ai pu aussi déjà l'aborder dans mon travail. Et à côté, en perso, j'investis dans l'immobilier et dans les immeubles et logements à rénover pour faire soit du locatif ou de l'achat-revente. Donc, on y travaille en ce moment. Et voilà, je pense que c'est un peu tout. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Il y a tout mon parcours. Et puis, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a de connecté. On a David, Kevin, Hélène. Bonsoir à tous. Alors moi, je viens un petit peu plus du neuf, mais avec Antoine, on travaille en commun. Et donc, du coup, nos idées vont amener à accompagner cette rénovation énergétique auprès de nos clients. Donc, du coup, on est complémentaires et c'est ce qui permet de pouvoir bien dire les choses et bien conseiller cette rénovation auprès tout simplement des personnes qui souhaitent rénover. Antoine a un petit peu plus d'expérience là-dessus et un petit peu plus à l'aise sur le sujet, donc je lui laisserai tout simplement la parole. Merci Antoine. Et pour rappeler, tu es issu du neuf parce que tu as suivi quand même pas mal de constructions neuves pendant 20 ans, quoi. Oui, j'ai fait un petit peu plus de 20 ans dans la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, donc c'est vrai que c'était un petit peu plus sur le neuf. Donc je suis parti juste avant l'ART 2020. Mais j'ai quand même suivi pas mal d'opérations, que ce soit sur de la maison individuelle ou que ce soit sur de la résidence. La résidence en R+2, R+3, ce qui veut dire un petit peu des logements en duplex ou en triplex. Donc voilà. Ok, merci David. On va continuer le tour de table. Je prends à la suite là, de la liste que j'ai. Agathe? Oui, pour ceux qui peuvent activer les micros. N'hésitez pas si vous souhaitez vous présenter. Ou sinon, vous pouvez vous manifester dans le chat aussi. Moi, je vais prendre le relais rapidement, du coup, si je me permets, si Agathe. Donc, moi, c'est Naïma. On a signé avec mon conjoint un compromis pour acheter un immeuble dans lequel on va vivre et aussi dans lequel on aura donc des biens à louer.
C'est un immeuble de 1930. Ça sera notre première rénovation. En toute honnêteté, je n'y connais rien. Donc, je remercie grandement Alexandra d'être à l'initiative de ce type de forum, parce que moi, je suis sur le forum Discord, et bien sûr, Antoine pour l'animation de ce webinaire, parce que je suis certaine que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Et donc, je serai toute oui tout au long de cette heure, j'imagine. Hein. Je ne sais pas c'est quoi l'heure de fin, mais j'imagine qu'on a prévu une petite heure. Oui, une petite heure. Ouais. Voilà, donc, dépendra des interactions, mais une petite heure. Bon, voilà, mais c'est pas grave, je serai là jusqu'au bout parce que j'ai vraiment besoin d'avoir toutes ces informations, vu que c'est très compliqué d'avoir accès à des infos fiables sur tout ce qui touche à la rénovation. Oui, c'est vrai, de trouver les bonnes infos, c'est assez compliqué. Bonjour, du coup, je reprends. Moi, je suis Agathe Dufendez, je suis chef de projet Petite Ville de Demain pour la commune de la Côte-Saint-André. Et du coup, on a des enjeux au niveau de la rénovation de l'habitat. On a une OPARE qui va se lancer. Donc, du coup, on a des gros sujets de rénovation d'habitat. Donc, c'était plus pour prendre un peu des informations par rapport à tout ça. Et voilà. Très bien. Merci d'être là. Et oui, je suis pas loin de la Côte-Saint-André d'ailleurs. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour se présenter aussi? Il nous reste Aurélien et Hélène. Hélène, elle est investisseuse aussi dans l'immobilier. Oui, bonjour. Merci Alexandra. Du coup, en 2 mots, donc, je suis Alexandra et du coup Adèle aussi sur Instagram. C'est comme ça que j'ai découvert le webinaire. Allô, bonjour. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez également ou pas? Alors, oui, Hélène, on vous entend très bien, mais je pense que Aurélien n'a pas dû vous entendre. Aurélien, Hélène a pris la parole. Ouais, bonjour, vous m'entendez, c'est bon? On vous entend, mais je ne suis pas sûr que vous nous entendez. Moi, je vous entends. Ouais, si, c'est bon. D'accord, ok. Hélène avait la parole, était en train de se présenter. Merci, Aurélien. Aucun souci, de toute façon, je vais faire très vite. Du coup, comme l'a mentionné Alexandra, donc, je suis investisseuse depuis pas très longtemps, depuis 1 an. Et en fait, dès mon premier bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits soucis, on va dire, de DPE. Et donc, du coup, c'est pour ça que je prête particulièrement attention pour ce genre de problématiques pour les futures acquisitions. Et après, d'un point de vue aussi un peu personnel, donc j'ai ma copine qui a une maison avec des problèmes aussi de DPE. Et on s'interroge actuellement, justement, est-ce qu'on part sur une pompe à chaleur ou autre type. Donc, je pense que ça sert à la fois pour la résidence principale, mais également pour les investissements en général. Et puis, généralement aussi, j'envisage à terme peut-être de devenir marchand de biens. Donc, c'est très, très large. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Et puis, du coup, il reste Aurélien, du coup, qui vient de nous rejoindre. Si tu veux te présenter. Pour retard. J'espère que ça va aller parce que j'ai pas une super connexion. Bon, j'espère que ça va aller là. Alors, moi en fait, j'ai rejoint le réseau il y a pas longtemps. Là, je suis en reconversion dans la construction durable. Donc là, je suis plutôt étudiant. Voilà. Je suis étudiant et voilà, après un passé dans l'industrie automobile. Et voilà, et je suis preneur de toute bonne information sur les systèmes de chauffage. Voilà. Ok, très bien. Et je pense qu'Antoine, tu peux commencer ta présentation. Puis sur les différents sujets que tu nous as transmis, j'avais envoyé le mail à tout le monde avec les sujets dont tu voulais traiter. Super, je te remercie. Merci d'avoir organisé ça, c'est plutôt cool. Je vais vous faire une rapide description de qui je suis pour mieux me présenter, puis aussi de l'entreprise, et puis après on attaquera dans le vif du sujet. Très sincèrement, j'avais pas, je pensais au départ qu'on allait se faire un petit call et s'expliquer 2-3 trucs, puis c'est parti sur un visio, puis on s'est dit tiens si on l'enregistrait, et puis voilà. Donc j'espère, voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, je vais essayer de vous apporter le plus d'informations possible. Le but c'est qu'on arrive à avoir beaucoup d'interactions, donc faut pas hésiter
hésiter, soit dans le chat, soit en direct pour intervenir et poser des questions. Pour moi, il y a pas mal de sujets à évoquer pour vraiment qu'on soit à l'aise avec la rénovation et cette approche-là. C'est pour ça qu'il y a différentes choses. Je pense qu'en 1 heure, on va pouvoir faire ça, mais voilà, faut pas hésiter à poser des questions. Alors, j'essaie de reprendre. Toc. Donc voilà, rapidement, je disais à propos de moi, la société, les points à différencier, différents sujets dont on va aborder. Donc moi, je suis Antoine Colombo, j'ai 38 ans. Je me suis mis une petite note parce que je me suis amusé à rénover une maison de 1967. Ça a été ma première rénovation, c'était il y a 10 ans, avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter et d'avoir vraiment mis voilà, d'être dedans et de comprendre ce qui se passe et aussi de comprendre ce qui se passe quand on va acheter des matériaux en tant que particulier ou quand on va appeler des professionnels quand on n'a pas l'approche de la rénovation. C'était au début, c'était ça et j'en ai fait un peu les frais. Donc c'est aussi une force sur ce qu'il y a à la suite. Depuis 2017, je suis installé en tant qu'entreprise de stratégie commerciale. J'accompagne les artisans à développer leur activité, soit en générant du prospect, soit en allant directement voir leurs clients. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai acquis de belles compétences sur la rénovation énergétique, principalement dans le chauffage. Le chauffage touche automatiquement tous les autres corps de métier, parce que quand on parle chauffage, on doit parler de l'enveloppe. Et je me suis aussi, par cette expérience-là, très rapidement, j'ai remarqué que vous avez les vendeurs winners, ce que je dirais les vendeurs de foire, et puis vous avez les entreprises qui vont être plus dans l'accompagnement. Et c'est vrai que quand on a une pompe à chaleur à vendre ou quand on a une chaudière à vendre, soit on se dit je la vends parce que j'ai mon chiffre à faire, soit on se dit j'accompagne mon client et peut-être que d'abord il va faire des travaux avant de me rappeler. Moi j'ai opté plus pour cette solution. L'entreprise pour laquelle je travaille est très en accord là-dessus. Et donc ça m'a permis vraiment de mettre en avant mes valeurs, qui est l'accompagnement, et on le reverra juste après avec Primaire. Et ça fait une vingtaine d'années que moi je suis dans l'accompagnement, dans la vente en général. Voilà. Et ça faisait 2 ans que cet accompagnement, je voulais un peu l'officialiser par une manière ou d'une autre. Et je voyais que au fil de l'eau, on parlait de plus en plus d'audit énergétique en maison individuelle. On en parlait énormément auprès des entreprises, puisqu'on a des gros services d'accompagnement pour les entreprises de manière à ce qu'ils fassent des économies d'énergie, que ce soit simplement d'isoler des réseaux de chauffage, qu'on appellerait le calorifugage, jusqu'à vraiment remplacer leur système. Et ça approchait aux particuliers. Je voyais que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, donc l'ANA, commençait à mettre des aides pour l'audit. Et on voyait des problématiques arriver en se disant, tiens, il y a une pompe à chaleur qui a été installée, mais elle était très grosse. Derrière, ils ont fait l'isolation, mais en fait, elle devient surdimensionnée. On a des problèmes de compresseur. On va venir un peu sur tous les points, mais en fait, les choses sont faites à l'envers. Et voilà, donc j'étais persuadé qu'il allait avoir un vrai métier qui allait sortir de ça. Je cherchais un associé pour ça. Ça a mis assez longtemps pour trouver un associé. Et au mois de juillet de l'année dernière, j'ai fait la rencontre de David, comme on disait, du neuf, mais qui a pas tant d'expérience justement là-dedans. En gros, les maisons que lui, il a construites quand il a commencé son activité, c'est les maisons qu'on rénove aujourd'hui. Donc c'est un domaine qui est assez intéressant. Donc moi je continue mon activité en parallèle. Merci pour le neuf. Oui, pour le neuf, c'est ça que je dis, ouais. Et c'est que là, son œuvre vieille neuf maintenant. Et ce qui était intéressant, voilà, c'est de s'accompagner là-dessus. David est en front, c'est vraiment lui qui s'occupe de l'audit. Moi, je suis le référent technique, j'ai l'accompagnement là-dessus. Mais par contre, je reste plutôt objectif quant aux solutions qui vont être choisies, parce que je ne veux pas interférer dans le choix de ces solutions et que je reste. Alors, je vois, tiens, on me dit ça grésille, pardon, j'essaie de faire en sorte que ça ne grésille plus. Est-ce que ça grésille toujours? Non, là, c'est bon. C'est bon, je ne bouge plus. Pardon. Donc voilà, la naissance de la société primaire qui est arrivée en septembre, sur lequel le temps de tout monter, et on a été RGE en janvier, donc pour pouvoir proposer des prestations d'audit énergétique en maison individuelle. Donc c'est l'OPKIBI qui nous a qualifiés, donc c'est la qualification 1911 pour être précis.
Donc, rapidement, les points, parce que c'est un des points qui est important dans la compréhension, on va le retrouver, et ça permettra aussi de lever la question du DPE, hein, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un audit? L'audit est dirigé uniquement sur la partie énergie, vraiment la rénovation énergétique. On ne va pas s'occuper d'éventuellement du plomb, de la qualité de l'installation électrique, de l'amiante éventuelle. L'audit énergétique aura pour but de définir l'installation d'aujourd'hui, quelle isolation, l'isolation, les fenêtres, la ventilation, on va voir tout ça après, mais tous ces différents points, de faire une photographie de la maison à un instant T, de connaître ses déperditions thermiques exactes et de faire des scénarios à la suite pour dire, bah, voilà, on a 2 scénarios qu'on peut vous proposer. On a 35% d'économie d'énergie primaire et 55% d'énergie primaire, ce qui correspondrait au BBC. On doit amener, si vous voulez, dans les scénarios de cet audit, à accompagner le client et en même temps à lui expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution de solution de chauffage, d'isolation, et dans quel sens il doit entamer les travaux, avec aussi un parallèle financier pour leur dire ça va vous coûter tant de rénover ce bien et vous aurez ce montant d'aide compte tenu de votre revenu fiscal de référence. Donc c'est vraiment un acteur d'aide au choix et à la compréhension de la rénovation de demain. Voilà. Pourquoi faire un audit aujourd'hui? On va avoir une première obligation. On a l'obligation par rapport à MaPrimeRénov' pour bénéficier des 3 forfaits de MaPrimeRénov', rénovation BBC, sortie de passoire et bonus énergétique. C'est un des 3, enfin les 3 bonus à avoir. Et il faut avoir l'audit réglementaire donc par une société RGE pour pouvoir obtenir ces 3-là. Et à partir de septembre 2022, on a une obligation, lorsqu'on souhaite mettre en vente les biens qui vont être étiquetés F et G, on va devoir adjoindre un audit énergétique pour que justement l'acheteur puisse connaître les travaux éventuels à faire. Et sinon, en dehors de ça, on peut simplement faire appel à l'audit pour être accompagné dans ces travaux. Parce que on ne sait pas dans quel sens les prendre et on ne sait pas du tout comment faire. L'audit a aussi ce rôle-là. Dans les étapes, on va visiter le bien, faire le point donc, sur la totalité de la maison. De notre côté, en bureau d'études, on va faire les scénarios et ensuite on fait une remise avec explication des scénarios. Et cet audit est financé, ça dépend de votre revenu fiscal de référence, mais il peut être pris quasi en totalité ou laisser un petit reste à charge. Voilà, donc pour un petit rappel, l'audit énergétique, on analyse les performances énergétiques de l'habitation en prenant compte des habitudes de la vie des occupants. On voit le chauffage, l'isolation, la ventilation, les énergies renouvelables, et donc on aide sur les différentes aides compte tenu des différents statuts, propriétaire occupant, bailleur, maison secondaire, locataire. Vous avez déjà des premières questions sur l'audit? On attaque. La différence, et c'est pour ça qu'on va lever aussi la partie DPE, la confiance, je te rejoins tout à fait, Naïma, si je ne dis pas de bêtises, sur la qualité des... non, c'était pas Naïma, pardon. Sur la qualité des DPE. Les DPE sont devenus opposables depuis le 1er juillet de l'année dernière. Je pense que c'était vraiment un besoin parce que même en tant que sur la partie chauffage, on pouvait lire des DPE qui n'étaient pas du tout cohérents et qui ne correspondaient pas à la réalité, parfois fait par des entreprises qui faisaient pas très attention. Donc c'est dommage. Et à côté de ça, on a d'autres DPE qui sont super bien faits par des entreprises vraiment sérieuses. Voilà, on a vraiment les deux cas de figure. Donc le DPE, lui, c'est étiquette énergétique et ça vous dit aussi s'il y a un problème de plomb d'amiante, de réglementation électrique, ça vous accompagne là-dessus. Et donc l'audit énergétique, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment sur la partie énergie. Les sujets, les différents systèmes de chauffage, j'ai pris les plus courants, je les ai annoncés un peu en amont. Et on va les attaquer au fur et à mesure. Donc en gros, c'est à peu près la même slide à chaque fois, mais on va parler des différents points, avantages, inconvénients, essayer de mettre une notion financière dessus et une compréhension rapide du fonctionnement. On pourra faire un détail si chacun le souhaite. Si j'oublie des choses et quelqu'un est compétent dedans, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire, parce que personne n'est infaillible.
Donc la première chose, premier sujet tout simple, poêle, bois, granulé. C'est aujourd'hui un des systèmes qui est facilement amené par beaucoup de chauffagistes parce que ça s'installe vite, c'est pas trop cher, c'est fortement aidé, parce que justement on utilise du bois, donc c'est une belle étiquette. Mais par contre, c'est pas souvent bien réfléchi et dimensionné par rapport aux besoins de la maison et aux habitants. Voilà, on peut envisager une installation d'un poêle déjà pour 5 000 €, on peut avoir quelque chose de sympa. Donc, j'ai pris à chaque fois les mêmes choses. Hein. On ne parle pas de la climatisation, rafraîchissement. Bien sûr, pour lui, ce n'est pas applicable, bien entendu. En termes de chauffage, pour être très, très franc, sur une maison très bien isolée, c'est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, quand on va mettre du bois à l'intérieur, on va commencer à chauffer les pièces et à répartir la chaleur. Si on est sur une maison type de plein pied avec des chambres qui sont un peu loin, eh bien, on a le souci du côté un peu fourneau. On va chauffer très fort d'un côté et puis on va avoir du mal à diffuser. Donc après, on peut utiliser des diffuseurs qui vont souffler un peu plus loin. Voilà. Pour la blague et dans le milieu du chauffage, quand on nous demande un poêle, on dit non, on fait du chauffage. Voilà. On est sur 90% des maisons en rénovation, on est sur un appoint, on est sur quelque chose de joli, mais on a des contraintes, c'est-à-dire on doit déplacer des sacs pour le granulé, on doit déplacer des bûches, on doit les stocker, soit dehors, soit dedans, y compris pour les sacs de granulés. C'est pas toujours une opération qui est très facile. Quand on rentre de la maison et qu'on faut faire une flambée, c'est pas toujours facile non plus. Ils ont des belles étiquettes énergétiques parce qu'ils arrivent à chauffer très fort, mais le problème c'est que vous chauffez très fort, vous brûlez du bois pour brûler du bois. Je trouve pas ça exceptionnel. Ouais. Et si je peux me permettre aussi, le bois, j'ai l'impression que c'est un peu comme le gaz, c'est pas mal controversé aussi parce que en fait, quand on brûle du bois, on émet du CO2. Donc à l'avenir, je ne sais pas s'il aura toujours une si bonne note. Il y a pas mal de gens qui en discutent un peu et en train d'essayer de débattre sur le sujet. Donc à voir si ça sera toujours aussi bien noté dans le futur, quoi. Ouais, tout à fait raison. Et même le focus aussi sur le granulé, parce qu'aujourd'hui, comment on produit le granulé? Alors en parlant, on va pas aller sur la ressource primaire, parce que personne n'est d'accord là-dessus. Donc voilà, admettons, mais comment on fait déjà le granulé en lui-même et comment on le sèche? Il y a certains séchoirs et des fois je vois des séchoirs à gaz sur certaines entreprises. C'est à se poser la question et aussi par rapport à la réglementation du tarif. Aujourd'hui, quasi toutes les énergies sont régulées. Aujourd'hui, le granulé l'est absolument pas et le bois bûche non plus. Et on voit énormément de ventes de produits de chauffage à base de granulés, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui régule ça. Donc, si on a envie d'avoir une augmentation de 200 € à la tonne sur le granulé, on l'aura et puis on n'aura pas grand-chose à faire. Donc, pour conclure rapidement sur les poêles, soit une maison très très bien isolée avec une possibilité de le charger. Ça, c'est intéressant. Ne pas oublier les différentes contraintes qu'il peut avoir de stockage, mais ça reste pour moi un système d'appoint et pas de chauffage central. Et petit rapide focus, il existe des poêles avec des systèmes hydrauliques intégrés. J'ai pas souvent vu un système qui fonctionnait bien. C'est souvent problématique. Donc chaudière bois, voilà, la chaudière bois, on revient sur les mêmes problématiques contenu du bois, des émissions de CO2, malgré un gros travail fait dessus par les fabricants, puisqu'ils ne veulent pas perdre trop le fonctionnement dessus. Là, on est sur du système. La différence avec le poêle, c'est qu'on est sur un système de chauffage central, c'est-à-dire qu'on va chauffer un réseau d'eau qui peut être soit un plancher hydraulique, soit un réseau de radiateurs à eau qui soit acier, fonte, peu importe, ou aluminium. Mais voilà, le concept, c'est ça, c'est de chauffer le réseau là-dessus. Les plus, c'est qu'on achète le bois où on le fait. Je vois, nous, dans notre région, donc on est situé dans la Loire, dans une commune de Montbrison, qui est pas très loin de Saint-Étienne. C'est un endroit où beaucoup de gens font du bois, ça les dérange pas, ils en ont, voilà. Donc, ils aiment bien charger un peu leur chaudière bois avec l'inconvénient du stockage et de devoir le faire. Après, c'est le nettoyage, le descendrage et le nettoyage des machines. Mais ça reste un système de chauffage central. Voilà. Prévoir
pour des bonnes machines avec des bonnes installations, 25 000 euros. 20-25 000 euros. Le granulé. Alors là, on a l'avantage par rapport au bois, c'est qu'on a l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un système de stockage à côté, à savoir que l'ANA demande pour donner des aides à un stockage de minimum de 300 litres. Donc, on va avoir des petits systèmes de stockage à chargement manuel, c'est-à-dire qu'on va remplir des sacs. Généralement, c'est 300 kg et 500 kg en moyenne, ce qui est utilisé. On vient avec sa palette, on ouvre ses sacs, on les met dedans. Et sinon, on a le stockage en silo toile, en tissu, ou en silo en vrac, qui peut être maçonné par le client. Donc ça, c'est des solutions qui fonctionnent, on va dire, qui fonctionnent bien, mais sur lesquelles on n'a pas de tarif régulé sur le granulé. Il semblerait, au dire, hein, quand on écoute un petit peu ce qui se passe, que la filière granulée n'est pas super bien préparée. On pourrait s'attendre, ça c'est de la spéculation, enfin c'est plutôt, on pourrait s'attendre à une forte augmentation quand même du prix du granulé d'ici 5 ans, puisqu'il y a une grande demande et il y a beaucoup d'aides dessus, énormément d'aides, voire même, je trouve même un peu au-delà du normal. C'est pas spécialement justifié, mais on voit qu'en gros, il y a un gros travail dessus. Chaudières granulées, on peut les avoir à partir de 17 000 euros jusqu'à 20 000 euros. Dans de toute façon, tous les systèmes, le prix va varier aussi par rapport à la puissance nécessaire, ce qui reviendra sur le type d'isolation qu'on a. Plus on a de déperdition, plus on aura un système important. Et moins on a de déperdition, moins on aura de système. La machine sera moins grosse. Voilà. L'avantage, l'autonomie, ça fonctionne bien, ça sait se réguler très bien, on a des très belles régulations sur les machines à granulés. L'inconvénient, je dirais, on se retrouve un peu sur le principe du stockage, faut avoir de la place, et puis faut se faire livrer aujourd'hui comme on pourrait avoir avec le fuel. Donc on a un camion souffleur qui va venir. Ne regardons pas l'empreinte carbone sur le camion souffleur qui va arriver livré voilà. Mais c'est une solution qui peut être envisageable. Donc là-dessus, bien sûr, on ne parle pas de climatisation et de rafraîchissement, bien entendu. Un système qui fonctionne aussi bien sur du plancher que sur du radiateur, sans s'inquiéter spécialement de la taille des radiateurs. On parlera de la taille des radiateurs un petit peu après, puisque c'est un élément qui est très important à prendre en compte sur les autres systèmes de chauffage. Est-ce qu'une intervention, une question sur ce domaine? Super. Hop. Oui, Aurélien, non? J'ai cru. Focus rapide. Oui, je me suis mis. Non, je me pose une question, mais c'est peut-être pas aussi simple à répondre comme ça. Du coup, Vas-y. en fait, je sais pas pour dimensionner ce genre de, par exemple, chaudière à bois ou granule, etc. Oui. Est-ce que ça peut se faire simplement avec le volume, par exemple, des pièces Non, alors généralement, on va en parler tout de suite de cette partie-là. C'est une bonne question, Aurélien. J'ai pas fait une slide spécifique pour ça, donc autant la faire maintenant. Ouais. Tout système de chauffage doit se dimensionner par rapport à la taille de la maison, le type d'isolation, le type d'ouvrant, le volume, l'altitude. Il y a énormément, si tu veux, de paramètres à prendre en compte pour définir correctement le système de chauffage. Après, si on prend la réglementation claire, l'ADEME demande de chauffer les maisons à 19 degrés. Considère que c'est une température adéquate. Mais il faut que le système de chauffage soit capable de chauffer à 19 degrés à la température de référence. Température de référence, c'est une donnée Météo France qui est donnée par rapport à ta région et ton altitude. Et on doit donc donner 19 degrés à cette température-là. Et cette température de référence va te donner, je te le fais rapide, les déperditions de ta maison avec le fonctionnement global de ta maison. Et c'est sur ces déperditions-là que tu vas dimensionner ton matériel de chauffage. Okay. Voilà. Et s'il y a un matériel, par exemple sur du matériel type granulé, type bois, qui est surdimensionné, tu vas avoir des démarrages
succinct, parce que ça va démarrer, s'envoyer très fort d'un coup, ça va se stopper parce qu'il aura de l'eau chaude qui va revenir, et il va dire c'est bon, j'ai fait mon tour. Et s'il est sous-dimensionné, on va avoir du matériel qui va continuer à tourner, mais en plein régime, et qui va pas être fonctionnel. Donc là, on va utiliser, dans certains cas, des ballons tampons qui vont absorber la puissance de la chaudière pour pouvoir la restituer doucement dans la maison. On reverra sur le ballon tampon, mais c'est souvent une astuce utilisée par certains plombiers chauffagistes qui est pas toujours idéal, mais qui leur permettent de se prémunir d'éventuels changements de fonctionnement de la maison et d'isolation de la maison. Donc tous les systèmes de chauffage, je mettrai juste excepté le gaz, ont besoin d'être correctement dimensionnés. Je dis excepté le gaz parce qu'aujourd'hui le gaz, on le dimensionne. On est obligé de prendre en compte le système d'eau chaude sanitaire qui pourrait être intégré dedans, parce qu'on a un débit, si tu veux, 1 litre minute d'eau chaude sanitaire qui va être donné, et souvent, plus la machine est faible, plus le débit est faible, et moins il y a de confort pour les habitants. C'est encore autre chose, mais je dirais dans les 3/4, et notamment le granulé, la PAC, il faut correctement dimensionner la machine. Est-ce que ça répond à ta question, Aurélien? Oui. Okay. Un petit peu plus large, mais... Un peu plus large, ok, merci. Focus très rapide donc sur la PAC RR. Très sincèrement, et je vous le dis, pour moi, le système RR n'est pas un système de chauffage. On dit clairement que c'est de la climatisation réversible. Ça porte son nom, c'est de la climatisation réversible. Alors avantage, rien à dire, ça consomme très peu d'électricité puisqu'on a des coefficients de performance relativement élevés. Focus très rapide sur les coefficients de performance, on va en parler de deux, le SEER et le SCOP. Donc le COP, ça va être sur la partie chauffage, et le SEER, ça va être sur la partie froide, rafraîchissement, et le S correspond à saisonnier. C'est une nouvelle norme qui a été mise en place, avant on parlait de COP et de EER. Ils ont préféré ajouter la partie saisonnalité, qui est quand même relativement importante. Voilà, donc ils ont pour le coup, des scopes très très intéressants. Mais par contre, c'est un système de brassage d'air. Ça, et notamment celle que je vous ai mis en slide, ça aspire l'air dessous, ça le souffle à 5 mètres devant elle, et ça ne fait que ça. Alors après, il y a d'autres systèmes avec des lamelles qui se tournent, ça souffle en haut, ça souffle en... Mais le principe est le même, c'est-à-dire que ça coupe, il fait froid ou il fait chaud d'un coup. Ça se remet en marche, ça souffle, et que ça a besoin de connaître la température, donc ça va aspirer de l'air et des fois juste à souffler sans chauffer ni refroidir pour savoir la température de la maison. Donc c'est un système pour du chauffage, c'est absolument pas agréable. C'est quelque chose qui tourne constamment, qui va consommer peu, d'accord, mais par contre qui va souffler. Donc, ce qui brasse de la poussière à longueur de temps, ce qui a des filtres qui vont se remplir. Pour avoir vu des maisons qui l'ont mis en utilisation hiver et tout, c'est catastrophique. Ça fait du matériel qui est dans un mauvais état et qui n'est pas du tout agréable à chauffer. On n'a pas du tout, en plus, on n'a pas d'inertie avec ce matériel-là. Donc, c'est... voilà, je mettrai un gros bémol. En termes de tarifs, on va parler d'à peu près 3 500 € pour un module qui va être dans un séjour, 3 500, et on va compter entre 1 500 et 2 000 € le module complémentaire par chambre, que l'on fonctionne avec une seule unité extérieure, plusieurs unités intérieures ou plusieurs unités extérieures, peu importe, c'est à peu près le même prix. Voilà, avec un coût d'entretien annuel par rapport aussi à l'unité extérieure et le nombre d'unités intérieures. Ça climatise, c'est chouette, ça chauffe, c'est bien, mais par contre, c'est pas du tout confortable. Vraiment pas. Sur ce système, ce qu'on appelle de split. Si on reste sur la pompe à chaleur RR, aussi, il existe un système qui est beaucoup plus confortable, et dans ces cas-là, on peut considérer que c'est un système de chauffage, ce qu'on appelle le gainable. Donc à ce moment-là, vous avez une seule unité intérieure qui est logée dans les combles, et un réseau de distribution de bouches isolées, qui vont souffler dans les différentes pièces. C'est des bouches qui sont plus grandes que des bouches de double flux pour ceux qui peuvent connaître, mais sont des grilles de soufflage qui vont souffler un débit très faible mais constant, avec une reprise qui va se faire généralement dans un couloir. Et là, on va avoir un flux d'air qui va être sur la totalité de la maison, excepté la salle de bain, parce que c'est une pièce qui ne peut pas être traitée comme ça. Mais on va avoir un flux d'air qui va être très agréable, dont on ne va pas se rendre compte du tout. Et on va pouvoir chauffer et climatiser. Par contre, c'est un système qui vaut à partir de 10 000 € pour être installé dans une maison. Pour expliquer le RR. Focus, parce que là, on va parler après des autres pompes à chaleur. Pompe à chaleur, concept, utiliser les calories disponibles quelque part, dans l'air ou dans l'eau.
Vous voyez que c'est situé en deux noms. Vous avez d'un côté R et de l'autre côté R. Ça veut dire que la première partie, comment on va générer, comment on va récupérer nos calories. Donc là, on va les récupérer dans l'air. Donc c'est les unités extérieures que vous pouvez voir avec un ventilateur. Et ensuite, quand on va parler de pack eau, bah, c'est que là, on va aller chercher les calories dans l'eau, par exemple par un puits ou par un forage, qui se fait aussi. Voilà, donc là, on parle de pack RR parce qu'on va récupérer les calories dans l'air et on va les distribuer par un système d'air. Ce n'est pas l'air de dehors qu'on intègre dedans. L'air de dehors, on va récupérer les calories, on va modifier un gaz et ce gaz va arriver jusqu'à l'unité intérieure qui va de nouveau modifier pour chauffer ou refroidir par un système d'échange l'air qui va être soufflé. C'est important parce que j'ai cru comprendre que des fois on pensait que c'était l'air d'extérieur qui venait, mais ça n'est pas le cas. Petit focus écologique, on a du gaz. Aujourd'hui, deux types de gaz sont principalement utilisés, le R410A et le gaz R32, pour alimenter donc entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, que ce soit de la PAC RR, RO. On utilise toujours ce fluide frigorigène qui est à l'intérieur. Première chose, il faut que le professionnel qui puisse le faire soit habilité à manipuler ces fluides frigo. Il doit avoir une habilitation pour ça. S'il ne l'a pas, il va souvent sous-traiter la prestation. Donc, s'il sous-traite la prestation, c'est des délais supplémentaires et du passage de tennis à « oui, mais c'est pas moi qui ai fait l'installation, moi j'ai fait la mise en service » ou « moi j'ai fait l'install, mais j'ai pas fait la mise en service ». Donc, c'est très compliqué pour le SAV derrière. Faire attention que l'entreprise, donc au-delà des TRGE, mais je pense que ce sujet est bien accepté et compris par tout le monde, il faut absolument qu'elle ait aussi la manipulation des fluides frigo pour pas que vous ayez de problème de SAV ou d'installation. Ces gaz-là, on a beaucoup crié sur le R410A en disant oui, mais ce gaz fait partie des HFC, c'est des gaz hyper polluants. C'est un gaz polluant à fabriquer, en effet, c'est un gaz polluant à rejeter aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des normes très spécifiques de manipulation, de récupération. On les récupère dans des bouteilles, on les recycle, on ne peut pas les ouvrir dans l'air. Et d'où la problématique des climatisations qui peuvent être achetées par exemple à Leroy Merlin, qui fuient. On perd 4 kilos de fluide frigo en l'espace de 5 ans, sont perdus dans l'air. On a carrément pollué, on a été sur la couche d'ozone. Donc on fait des économies à acheter un truc à pas cher, mais on a des vraies fuites, y compris si c'est fait par un professionnel qui ne sait pas bien le faire. Et donc ces gaz-là, ce gaz-là était bien décrié, on voulait l'arrêter. Et on a sorti le gaz R32 qui a une empreinte écologique beaucoup moindre à sa fabrication. Par contre, qui a autant de problématiques si elle se retrouve dans l'air. Et ces deux gaz, en fait, ont été classés exactement dans la même classe et vont être interdits en 2030. Donc, de toute façon, voilà. Voilà. Au-delà des discours qu'on va pouvoir vous faire quand ils vont comprendre que vous avez peut-être une fibre écologique, on va plutôt vous amener, oui, regardez, ce gaz est magique, c'est un R32, d'accord, mais allez pas payer plus cher parce qu'il y a ce gaz-là, de toute façon, d'un point de vue réel écologique, il a un impact néfaste et il sera supprimé dans tous les cas. Voilà. On finira toujours par en trouver, hein. Il y a des gaz qui sont strictement interdits aujourd'hui et des bouteilles, on en trouve partout. Voilà pour le focus PAC RR et puis PAC en général fonctionnement. Ça va permettre de passer à la suite et d'avoir un peu une meilleure compréhension. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ok. Pompe à chaleur RO. La pompe à chaleur RO était présentée jusqu'à l'année dernière comme un système extraordinaire, puisqu'on l'a carrément aidé, on a filé des primes exceptionnelles à ça, il y a des pompes à chaleur à 1 € qui sont sorties, on pourra faire un focus là-dessus d'ailleurs, ou juste à la fin pour expliquer comment ça pouvait fonctionner. Et puis on a plein de professionnels qui s'y sont mis. Pourquoi? Parce qu'une pompe à chaleur, c'est quelque chose où on peut facilement avoir de la marge. Donc pour un petit indépendant, c'est très pratique. Pour une entreprise un peu plus grosse, ben c'est pas tant de la marge que ça. Mais voilà, c'était fortement aidé. On a dit que c'était extraordinaire. On en parlait tout à l'heure, donc on voit bien que c'est RO, c'est-à-dire qu'on va récupérer les calories dans l'air, on a un ventilateur extérieur, et on va modifier donc ce fameux gaz qui va arriver à l'intérieur pour chauffer votre réseau d'eau. Donc toujours pareil, réseau de plancher chauffant ou réseau de radiateur. Première problématique. Les pompes à chaleur, pour fonctionner correctement, tout comme les chaudières à condensation, il faut que la température de départ soit relativement basse.
La température relativement basse, on parle de 50-55 degrés pour un réseau de radiateurs. Votre chaudière fuel, votre chaudière gaz ancienne, votre chaudière granulée ou bois peut envoyer de l'eau sans aucun souci, 70-80 degrés, voire même on voit, j'en ai vu une encore hier, une ancienne jusqu'à 110 degrés, donc on va envoyer de la vapeur à un moment donné, mais c'est assez rigolo. C'est-à-dire que là, on n'a pas de limite au confort quand on a ces autres systèmes de chauffage. Donc les radiateurs, ils vont être bouillants, ils vont apporter la chaleur nécessaire, et puis on a le confort. On ne peut pas arriver et se dire bah, ok, je prends ma chaudière fuel, je la prends, je l'enlève, je mets une pompe à chaleur de la même puissance sans regarder les températures de départ. Là, c'est pas possible. Et là, je joue le rôle du professionnel qui doit vous conseiller correctement. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de l'enveloppe de la maison, de calcul des déperditions de la maison pour pouvoir dimensionner le système de chauffage. Derrière, eh ben, on doit connaître la puissance, ce qu'on appelle des émetteurs dans le jargon de chauffage, c'est-à-dire du plancher chauffant, de la quantité de tuyaux, mais généralement, c'est tout le temps bien dimensionné, mais surtout des radiateurs. Et les radiateurs, c'est pas la même musique, quoi. Les radiateurs, ils perdent à peu près 40% de leur puissance quand ils sont alimentés avec de l'eau à 50 degrés. Donc ça veut dire que si la maison n'a subi aucun travaux d'isolation, et qu'elle n'a pas réduit ses déperditions thermiques, la manière dont a dimensionné le constructeur ou le chauffagiste qui l'a fait il y a 20 ans, eh bien, c'est dimensionné tout pile. Votre radiateur qui fait 2000 watts dans une pièce qui doit avoir 2000 watts, ça marche. Par contre, s'il n'y a pas de travaux d'isolation, demain, on ne fera pas 2000 watts, on fera 40% de moins. Donc, c'est assez important. Donc, je fais une pause. Je vois, j'ai Émeric. Bonjour, très souvent, les packs RO sont présentés comme des solutions miracles alors que la température de consigne pour le chauffage hydraulique hors plancher chauffant ne permet pas d'arriver à des températures de chauffage satisfaisantes. Ça rejoint ce que je suis en train d'expliquer, Émeric, tout à fait. Tu as raison. C'est là où tu as le rôle en fait du chauffagiste. Si le chauffagiste ne calcule pas tes déperditions de la maison, ou si toi, tu n'as pas la notion des déperditions de ta maison, et qu'il ne calcule pas tes radiateurs, c'est-à-dire qu'un chauffagiste aujourd'hui qui vient te mettre une pompe à chaleur qui ne mesure pas tes radiateurs, tu ne travailles pas avec lui. C'est pas possible. Parce que c'est ce problème-là. Ce problème-là, on retrouve, alors on l'a énormément trouvé sur les installations qui ont à peu près une dizaine d'années, entre 8 et 12 ans. Tu trouves exactement ce problème-là. C'était génial, la pompe à chaleur, encore mieux que maintenant. Et puis, on les remplaçait à la volée et on ne faisait pas attention et on mettait des systèmes qui balançaient de l'eau à 55 degrés au lieu de 70 sur des maisons non isolées. Donc, par conséquent, 40% de puissance en moins. Donc là, c'est facile à comprendre. Hein. Ta maison, elle a besoin de 12 000 watts pour chauffer. Si tes radiateurs, ils en font plus que 6 000, tu ne peux pas chauffer, clairement. Donc, tu as un vrai inconfort. Donc ça, c'est une des problématiques qu'on va avoir avec la pompe à chaleur, c'est que si le travail n'est pas bien fait en amont, si tu n'as pas vraiment une étude qui est faite du chauffage, la pompe à chaleur, elle va peut-être faire 24 kW et on va vous en vanter les mérites. Par contre, derrière, ton réseau de chauffage, s'il fait que 6 kW et que ta maison elle en a besoin de 12, c'est mort, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est un des éléments importants. La pompe à chaleur n'est pas magique, il faut faire vraiment une étude correcte derrière pour pouvoir dire oui, elle va chauffer ou pas. Et vous avez une autre possibilité de pompe à chaleur qui s'appelle les pompes à chaleur haute température. Ça, c'est la solution un peu facile de quelques chauffagistes en disant moi, je remplace une haute température, je mets une haute température. Sur des marques qui ne sont pas chères, parce qu'il faut pouvoir s'aligner avec des moyennes températures, donc des fonctionnements qui ne sont pas top et des coefficients de performance qui ne sont pas bons. Pour exemple, je ne citerai aucune marque, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Vous avez des marques qui vous donnent des puissances, par exemple 24 kW. La pompe à chaleur à 24 kW, c'est magique. Les puissances qui sont données sont des puissances à 7 degrés extérieurs avec un réseau d'eau à 35 degrés. C'est-à-dire 35 degrés, c'est des températures hautes pour du plancher chauffant, c'est des températures quasi inexistantes pour des radiateurs hydrauliques. C'est-à-dire qu'on vous dit, ça fait 24 kg, c'est génial, mais attention, c'est 7 degrés dehors, donc en gros, les calories, il y en a de disponibles, hein, et 35 degrés d'eau. Lors des analyses que j'ai pu faire, puisque c'était très important pour moi, j'ai pris un panel de marques sur les mêmes puissances et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe quand il fait moins 7 en fait? C'est bien un plus 7, mais qu'est-ce qui se passe à moins 7? Eh bien, à moins 7, certaines marques dégringolent complètement et les machines font par exemple plus que 7 kW
sur des départs très élevés. Et d'autres machines qui vont réussir à maintenir à peu près, enfin, il y a de la perte, c'est normal, parce qu'il y a des calories qui sont moins disponibles, mais pas grandement. Donc, c'était aussi une erreur de dire, OK, ouais, le système de radiateur est correctement dimensionné, le gars a fait son job, la pompe à chaleur, il l'a mise, d'accord. Par contre, l'étude sur la pompe à chaleur, eh bien, elle perd toute sa puissance quand elle arrive à des températures négatives. Et aujourd'hui, c'est pas quand il fait 7 degrés dehors qu'on a besoin de chauffer à toc à la maison. C'est quand il commence vraiment à faire froid. Et donc, on rejoint le deuxième problème, le premier problème, hein, le problème d'Emeric qui nous a évoqué, c'est exactement ça. C'est que on n'a pas des températures satisfaisantes parce que la pompe à chaleur, elle n'arrive pas à alimenter correctement les radiateurs, qui eux seraient correctement dimensionnés, et qui n'arriveraient pas à chauffer les déperditions de la maison. Donc, ça en découle au fur et à mesure. Encore, voilà, c'est pour ça que, attention, la pompe à chaleur, c'est pas, ça peut bien fonctionner si c'est bien dimensionné. Alors, réseau de plancher chauffant, on n'en parle pas, c'est bon, on dit, ça marche. De toute façon, le plancher chauffant, c'est maximum 35 degrés, très maximum, on fait quasiment plus de départ. Hein. Si vous regardez, si vous avez l'occasion de voir des maisons quand il fait très froid, des départs à 27, 28 pour des maisons vraiment pas bien isolées, mais ça cadre. Il faut juste qu'elle soit dimensionnée aux déperditions de la maison à la température de référence. Sur la petite image que vous avez, c'est ce qu'on appelle le salon du chauffage. Vous avez une pompe à chaleur bibloc, donc un élément extérieur et un élément intérieur avec le gaz dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez un ballon qui est posé au sol, qui lui va plutôt être, je traduis, hein, tampon. De manière à mélanger, si vous voulez, l'eau. Ça va être mis par sécurité pour éviter, voilà, si on vient à surisoler la maison, ben, on a ça qui va pouvoir limiter les démarrages successifs. Certaines marques maintenant le préconisent d'office, notamment sur cette photo-là, c'est fortement préconisé, ou au moins ce qu'on appelle une bouteille de découplage. Et ensuite, à côté, vous avez un ballon thermodynamique qui, lui, va produire l'eau chaude sanitaire sous forme de thermodynamique, qu'on en parlera juste après. La pompe à chaleur RO est capacité, soit on la prend qui fait que le chauffage, soit on la prend avec l'eau chaude sanitaire intégrée. Je fais un focus eau chaude sanitaire plus bas, mais j'en parle pas spécialement sur de l'intégré, donc je vais le faire tout de suite. Une pompe à chaleur qui va se trouver avec un système d'eau chaude sanitaire intégré, ça va être pratique parce que ça va moins consommer en hiver. Par contre, en été, 90% des marques de pompes à chaleur basculent sur une résistance électrique. Donc, vous vous retrouvez à l'équivalent d'un cumulus électrique. Parce que la pompe à chaleur ne va pas faire un cycle complet pour la protection du compresseur, juste pour chauffer votre eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est un risque complémentaire. Vous percez parce que la qualité de l'eau a été modifiée et vous avez une eau plus acide, peu importe, vous ne faites pas attention, bref, le ballon perce. Sur une pompe à chaleur à remplacer, c'est catastrophique et extrêmement onéreux. Donc généralement, on conseille d'avoir l'eau chaude sanitaire à part, mais la question se pose sur, et on va l'évoquer après, quel type de chaude sanitaire? Est-ce que c'est rentable de mettre un ballon thermodynamique? Est-ce que c'est rentable de mettre un ballon solaire? Est-ce que c'est rentable de mettre un cumulus électrique? Et quelles sont les aides en face? Et pourquoi? On va le voir juste après. Donc là, j'ai fait un grand tour sur la partie pompe à chaleur RO. En complément, il existe deux autres types qu'on appellerait hybrides, qui intégreraient un brûleur gaz ou un brûleur fuel à l'intérieur. Donc ça viendrait faire la pointe quand les températures sont négatives pour pouvoir abonder. Elles sont aidées de la même manière, qu'elles soient RO, hybrides ou non, elles ont exactement les mêmes aides. Un des avantages, c'est que quand on est sur de l'hybride, on bascule sur l'énergie qui est plus intéressante financièrement et qui va permettre, dans certains cas, on va trouver des maisons où ils ont fait une isolation, mais on va avoir des températures relativement négatives. Une pompe à chaleur hybride fuel peut être adaptée sur certains systèmes. On continuera à être aidé, ce qui répond aussi à la question qu'est-ce qui va se passer du fuel? On va en parler tout à l'heure. Mais c'est ce principe-là. Vous allez voir dans pas longtemps GRDF qui va fortement inciter à faire de la pompe à chaleur hybride, puisqu'on a un système qui va avoir de plus en plus de biogaz dans le réseau. On va voir des choses qui commencent à être intéressantes écologiquement. Le prix d'une pompe à chaleur sans eau chaude sanitaire faut compter entre 10 et 11 000 euros à peu près.
installé, hein, et avec eau chaude sanitaire, on va être sur 12-13 000 euros. Sur de la haute température, on va tourner autour de 15 000 euros sur des bons produits. Si on trouve de la haute température à 13 000 euros, on se pose des questions. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, parce que je regarde encore le schéma, mais ça me paraît adapté. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a une Q-Fuel qui est juste à côté. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Aymeric, est-ce que tu veux apporter un complément au message que tu nous avais laissé? Ça m'a l'air d'être OK. Oh oh. Oh oh. C'est pas Noël. Fonctionnement. Alors, tout ce qu'on a vu avant, c'est pareil, même contrainte, même problématique. C'est juste la manière dont on va aller chercher les calories. Donc là, on va aller chercher sous forme de forage. Voilà, on va capter une source d'eau ou alors directement une température constante de 14 degrés, par exemple, ou 18 degrés. Et ça va permettre d'abonder constamment cette température-là. Et puis, la pompe à chaleur derrière, elle aura juste à venir donner le complément pour Ah oui, Aymeric qui nous dit il capte très mal, désolé Aymeric. Voilà, qui aura juste à abonder. Donc c'est un système qui est très intéressant, mais fait par peu de professionnels. Il faut vraiment que ça soit des spécialistes, parce que le forage, c'est des sociétés spécialisées de TP qui en font. C'est pas donné à tout le monde de savoir le faire correctement et de savoir où le faire. C'est un coût qui est autour de 7 000 euros à peu près, un forage, et une pompe à chaleur qui va tourner autour de 10-12 000 euros aussi. Par contre, on va avoir beaucoup plus d'aide sur de la pompe à chaleur OO que de la pompe à chaleur RO. Bonjour Gwenaël. Voilà, système, c'est vrai que sur la PAC RO comme OO, j'en ai pas parlé, mais on peut faire donc du rafraîchissement. On parle de système de rafraîchissement sur plancher chauffant. Hein. Pas de rafraîchissement sur un système de radiateur, ça ne marche pas. On ne fait pas ça. Déjà vu, c'était pas malin de la part de ceux qui l'avaient essayé, mais ça se fait pas. Donc plancher chauffant. On parle de rafraîchissement, c'est-à-dire qu'on atteint 2 degrés de moins que la température qu'on arrive à avoir en fermant nos volets. Donc c'est agréable. Vous avez ce sentiment un petit peu plus frais, mais c'est pas de la climatisation. Pareil, lors de l'approche de certains professionnels, attention à rafraîchissement, on ne peut pas le faire comme on veut. On a du géocooling, exactement, Aymeric. Et tu l'as aussi donc sur la PAC RO, où on va utiliser les calories comme une climatisation pour rafraîchir. Le rafraîchissement, on ne va pas s'amuser, et ça c'est dans les points où il faut faire attention. On a à un moment donné un point de rosée. C'est-à-dire que si on va faire partir de l'eau trop froide sur un plancher trop chaud, on va avoir de la condensation qui va se former et on peut sans aucun souci se retrouver avec 2 cm d'eau sur la totalité de la surface du sol. C'est tout à fait possible. Donc c'est pareil, c'est un élément qu'un professionnel doit régler, que vous ne devez pas toucher, et on va rarement en dessous de 17 degrés. D'eau qui va circuler dans votre système. Donc, il faut prendre en compte, est-ce que j'ai du parquet? Est-ce que j'ai pas de parquet? Voilà, c'est important aussi de prendre ces choses-là en compte. Et ça, c'est le réglage du professionnel qui va vous régler cette partie-là. On pourra parler de la régule aussi, ça peut être intéressant. Question d'Aymeric, est-ce que c'est possible de parler de la durée de vie des équipements? Ton expérience sur la question et différentes solutions. Très très bon truc, Gwenaël. En effet, oui, je vais refaire rapide focus, ça va aller vite. Hein. Poêle, on va être sur du matériel, si c'est bien entretenu, on va avoir des trucs qui vont durer 10 ans, 15 ans sans problème, voire même plus longtemps si c'est ponctuel. Chaudière bois, c'est des matériels qui vont durer 20 ans, 25 ans, puisqu'on arrive sur vraiment des produits, on est comme si on est sur du combustible, ils sont obligés de mettre des matériaux qui sont solides. Granulés, identiques. Alors c'est toujours pareil, hein, si on va acheter de la camelote et qu'on va chercher un prix, on va avoir des problèmes. Hein. Mais voilà. Pompe à chaleur, RO, RR, 12-15 ans. Oh, je reviens dessus, 12 à 15 ans, pas plus. Et la durée de vie, on va en parler pour les systèmes suivants. Mais il faut, voilà, ça rejoint, on a dit que c'était extraordinaire et tout. Pompe à chaleur, à 15 ans, ça bricole. Hein. 12 ans, vous commencez à avoir certains travaux à faire dessus. Voilà, il faut le savoir.
Il faut le savoir. On a eu des aides, on a fait des économies d'énergie, mais à côté, on a un contrat d'entretien qui est un peu plus élevé, on a des pièces qui sont onéreuses, et un compresseur qui vient à casser peut devenir très, très problématique et très, très cher. Voilà, sur les différents points. Donc le rafraîchissement, on en a parlé, 17 degrés, c'est très rare d'aller en dessous, ce qui vous donne une température, donc on disait de moins 2 degrés par rapport à ce que vous arrivez à atteindre. C'est toujours ce que je dis, parce que si on n'arrive pas à, parce que nos conditions de vie font que quand il fait 30 dehors, on n'arrive pas à avoir en dessous de 28, ben on n'aura que 2, quoi. On va pas assurer, si vous aurez 23, à un moment donné, il faut être sérieux. Le gaz. Alors, le gaz. Durée de vie de la chaudière gaz, 20 ans, 25 ans pour les bons matériaux, voire même, je vois, alors après c'était fabriqué avant, mais voilà, on a de tout. La gamme de prix, elle varie énormément entre les entrées de gamme à 2000 € installés à du super haut de gamme à 8000 € installés, quoi. Donc c'est vrai que ça, souvent, c'est un peu une problématique quand on dit bah, quel est votre budget, et moi je leur dis attention, parce que moi, le gaz aujourd'hui, je peux vous faire tout budget, quoi. Donc c'est important. Alors, je vais peut-être faire des copains ou des ennemis, j'en sais trop rien. Je vois qu'Emeric, de toute façon, va se rallier à peu près à ma cause. Aujourd'hui, très sincèrement, un logement alimenté ou alimentable en gaz de ville doit se réfléchir quand même à être conservé en gaz de ville ou se mettre en gaz de ville. Très, très franchement. Parce que vous avez du matériel qui aujourd'hui, de toute façon, l'État a dit, on n'aide quasiment plus rien, sauf pour les modestes et les très modestes, il va rester encore une bonne partie d'aide. Mais par contre, très clairement, ils n'en veulent pas trop. Ils en veulent pas trop. Mais on est sur du matériel qui est durable, avec un contrat d'entretien qui est très faible, un confort d'eau chaude sanitaire qui est incomparable avec les autres, puisqu'on n'est pas sur, et on verra après, sur de l'accumulé, on peut être sur de l'accumulé mais en instantané, tant qu'on a du gaz, on a de l'eau chaude. On a des débits qui sont intéressants, donc un vrai confort. Et on a, sur la partie écologique, on en disait tout à l'heure, GRDF met de plus en plus un point d'honneur sur arrêter d'acheter le gaz ailleurs. Alors je sais qu'il y a eu des émissions qui sont passées qui ont un petit peu décrié le gaz, c'est assez violent, mais on fabrique des usines de méthanisation, on va amener du biogaz dans le réseau, on a des machines qui durent dans le temps, qui sont pas chères à l'achat et pas chères à l'entretien. Et en termes de consommation annuelle, c'est pas déconnant par rapport à une pompe à chaleur. Donc voilà, on a ce système-là. On ne fait pas de climatisation, pas de rafraîchissement, comme ça je l'enlève tout de suite, en parlant que de chauffage. Et on a des chaudières qu'on appelle très haute performance énergétique la gaz condensation. Pardon. Je vous fais un focus sur la gaz à condensation, comment ça marche. Rapide, hein, c'est pareil. S'il y a des fins techniciens, m'en voulez pas, mais je pense que c'est plus simple de pouvoir faire les choses, des choses simples. Le gaz à condensation, avant, quand on a un système de chauffage, une chaudière, on va avoir une fumisterie qui va sortir de la fumée très 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 chaude, et on s'est dit à un moment donné, mais attends, les calories qu'il y a autour de cette fumée, est-ce qu'elles ne sont pas réutilisables pour quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, ok, on a un brûleur, on brûle de l'eau, mais la fumée elle est chaude, quoi. Donc de là, on s'est dit, on va faire revenir le circuit de chauffage, plutôt que de revenir directement dans la chaudière, il va faire un petit tourbillon autour de la fumée. Et puis, la chaleur de la fumée va préchauffer l'eau qui est revenue un peu fraîche de mes radiateurs pour revenir dans ma chaudière. Première chose, ça crée de la condensation, puisqu'on a une différence de température. Donc là, le terme condensation prend sa place. Et puis, l'eau qui revient dans la chaudière, revient pas si froide qu'avant, elle revient un petit peu plus chaude. Et donc, on estime une économie d'énergie de 30% de passer par cette solution, parce qu'en fait, on préchauffe l'eau avec la fumée. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fumées qui maintenant sont en PVC, soit sur un tubage dans un conduit de cheminée, soit directement avec une ventouse extérieure. Et ce qu'on voit sortir, on est plus sur de la vapeur que sur une fumée toxique, quoi. Bien qu'elle soit pas exceptionnelle non plus, parce qu'on a quand même des rejets, mais ce qu'on voit, c'est surtout de la vapeur. Donc on est sur de la condensation, ça fonctionne plutôt bien. Voilà.
pour reprendre un petit focus, alors je pourrais en parler juste après, Émeric dit « Les gens font l'amalgame entre le prix de l'abonnement des consommations qui ont augmenté. Ils oublient surtout que l'enveloppe du bâtiment est très bien isolée. La consommation serait très faible et le maintien de la chaleur plus efficace grâce à cette nouvelle enveloppe thermique. » Alors ça, je vous rejoins. De toute façon, c'est le sujet aujourd'hui, et c'est le sujet d'Adèle. C'est-à-dire que il est clair qu'un logement, pour qu'il ne soit pas énergivore et pour baisser ses consommations, il faut qu'il soit correctement isolé. De la même manière que ce soit l'isolation pour le chauffage, ou pour que ce soit de l'eau chaude sanitaire. Si on veut que ça tourne moins souvent, on a des solutions quand même. Si c'est bien isolé, il n'y a pas de raison qu'on surconsomme, en fait. Donc oui, je te rejoins complètement là-dessus. Pareil pour les prix de l'électricité, on va en parler juste après, et les prix du gaz. Il y a eu des augmentations. Là, j'ai vu beaucoup de clients ces derniers temps, c'est très drôle parce que ça vient à la suite, me parlent d'augmentation de gaz. Et si je restais juste « Ah ouais, vous avez raison, le gaz a augmenté », on s'arrêterait là. Tandis que si je creuse, en fait, je remarque qu'il y a une opération commerciale. Est-ce que c'est secteur ou France, je ne pourrais pas vous dire, mais tout du moins, est-ce qu'il y a une opération commerciale? Oui. On m'a proposé, il y a 3 ans, de signer un tarif gaz unique pendant 3 ans. Et en fait, ils ont pris l'augmentation. Parce que là, tout vient d'être changé, gaz et électricité. Donc cette option-là, oui, ça a fait une grosse augmentation d'un coup, mais il y a une augmentation qui, au fur et à mesure, mais quand même régulée par l'État. Et je rappelle, le granulé n'en fait pas partie de la régulation. Après, Gwenaël, tu parles d'une dérogation pour la transition en douceur vers la RE 2020. Si tu veux intervenir dessus, je ne sais pas s'il est encore connecté. Ah non, il s'est déconnecté, mince. Il en parlera juste après. Mais... Donc voilà, pour la chaudière gaz, d'un point de vue purement aide, même résultat d'audit, c'est pas beau. Par contre, c'est là où, c'est pour ça que j'avais précisé dans le truc, c'est tu as la réalité des choses en fait, et c'est ce que l'État te demande. La réalité des choses, c'est que quand tu fais le bilan à la fin des 15 années écoulées, tu prends les 15 ans de ta consommation de gaz, tu ajoutes ton contrat d'entretien, tes frais éventuels de réparation, et puis tu tires un trait en bas au bout de 15 ans, et puis après à côté tu prends la pompe à chaleur, tu mets tes contrats d'entretien, déjà c'est le double le contrat d'entretien. Donc sur 15 ans, combien ça t'a coûté de réparation éventuelle, où en est à peu près la vie de ta machine, et tu tires un trait. C'est pas si magique s'il n'y avait pas les aides en fait. S'il n'y avait pas les aides, on l'amortit pas quoi le truc. C'est cuit. Aujourd'hui, acheter une pompe à chaleur, passer d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur, on peut dire on va diviser à peu près par 2. Généralement, la consommation qu'on trouve, c'est 2000-2500 litres de fuel, donc on va passer 1000. Bon, 1000 € d'électricité économisée, parce que le fuel, c'est à peu près 1 € le litre. 1000 €, il va vous falloir sur un produit à 12 000 €, 12 ans quoi. Et au bout de 12 ans, le truc, il bricole. Et on a passé 200 € de contrat d'entretien tous les mois pendant 12 ans. Quoi. Tous les ans, pardon. 200 € tous les ans. C'est énorme. Enfin, voilà. Donc, si on fait le total, c'est vrai que c'est un peu flippant. Donc, voilà. Le gaz décrié, mais malgré tout, quand on pose l'addition en bas, c'est pas déconnant d'avoir une chaudière gaz bien régulée. Focus sur la régulation, c'est très important quand même. Avant, dans le temps, on avait un fond d'eau bouilleur. C'est-à-dire qu'on avait un chaudron qui était posé, on avait les casseroles posées dessus, on pouvait faire cuire directement nos aliments dedans, on mettait des bûches sur le côté, on en a encore des fourneaux bouilleurs. On avait des grosses sections d'eau qui partaient, et puis on n'avait pas de circulateur, on n'avait pas quelque chose qui pousse l'eau, c'était directement le fait que la chaleur monte, thermosiphon, donc la chaleur monte, et puis hop, on alimentait les radiateurs et on redescendait. Ça, c'était il y a longtemps, donc on brûlait des calories, c'était un truc de fou. Et puis au bout d'un moment, on est revenu aux chaudières, c'est-à-dire qu'on a utilisé un circulateur, on a utilisé des circuits plus petits, donc on consommait quand même moins d'énergie pour réussir à alimenter nos radiateurs. Et puis on a commencé à réfléchir sur mais si on définissait une température de départ, peut-être que la maison n'a pas tout le temps besoin d'avoir de l'eau à 70 degrés, peut-être qu'elle a besoin d'eau à 60 degrés ou à 50 degrés. Donc là, on a commencé à avoir des régulations pour dire, tiens, je vais régler la température de ma chaudière. Et puis ensuite, pour faire toujours dans le résumé, et ensuite on s'est dit, on va mettre un thermostat dans la zone d'ambiance, parce que c'est cool, et puis on va mettre des vannes sur les radiateurs manuels, et puis comme ça on va ouvrir et fermer les radiateurs qui nous intéressent, et puis le thermostat central, il va dire, j'ai atteint la température, je m'arrête, avec du on-off, et puis on va couper la chaudière. Et puis on a évolué au fur et à mesure, c'est une belle évolution, mais dans la rénovation, ça fait partie vraiment de quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est comment on va réguler notre système de chauffage. Les radiateurs vont se réguler avec ce qu'on appelle des têtes
thermostatique. Connecté, domotique ou pas, manuel, peu importe. Mais le principe, c'est une tête qui prend la température, vous avez des numéros dessus, et puis ensuite, quand elle atteint la température du numéro qui est noté, elle se ferme. Et puis la pièce elle a la température du numéro que vous vouliez. Alors, il met des numéros parce que c'est trop fin sur des moyens, même moyens de gamme, d'avoir vraiment la température fine. Mais en domotique, on a la température fine. Donc là, vous réglez ça et tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Prenez votre réseau de chauffage dans sa globalité. La chaudière, plutôt que d'alimenter la maison complète, de dire j'arrête de chauffer quand j'ai mon thermostat qui est, je sais pas, dans la cuisine, où il ne faut pas qu'il soit d'ailleurs, mais on les met plutôt en zone de vie, mais qui dit non, j'ai trop chaud, paf, ça s'arrête, ça veut dire que l'intégralité de la maison est arrêtée. Quand vous avez des têtes thermostatiques, plutôt que de venir fermer les radiateurs parce que le cousin il vient pas dormir cette nuit à la maison, ou justement, mince, j'ouvre un peu plus, et bien là, directement, vous avez réglé une bonne fois pour toutes et vous n'y touchez plus. Les radiateurs vont se fermer au fur et à mesure du besoin. L'eau qui va être chauffée par la chaudière va revenir beaucoup plus rapidement et elle va voir que son eau est encore chaude et qu'elle va s'arrêter. Et elle va dire c'est bon. Moi, j'ai plus de problème. J'ai plus de problème. J'ai pas besoin de surchauffer mon eau. Donc on fait une première économie d'énergie parce que automatiquement on va arrêter de surchauffer telle ou telle pièce ou de couper trop tôt. Donc on a de l'économie et on a du confort. Et ensuite on s'est dit c'est vachement bien tout ça. J'y étais pas, parce que ça fait quand même quelques temps. On s'est dit, mais en fait, la température extérieure, elle évolue vachement. Parce que quand il fait moins 8 dehors, moi, mon eau à 30 degrés, ça me va pas. Elle me va bien à 30 degrés quand il fait 7 dehors. Et donc là, on intègre les sondes extérieures. La sonde extérieure, son rôle, ça va être de dire, tiens, il fait 20 degrés dehors, en fait, tu chauffes pas ton eau. Il fait 10 degrés dehors, tu mets l'eau à 35 degrés. Il fait moins 7, tu mets l'eau à 50. Il fait moins 10, tu mets l'eau à 60. Voilà. Concept de la sonde extérieure. Et ça, elle est réglée par l'installateur. Il va régler ce qu'on appelle la loi d'eau, c'est-à-dire qu'on va trouver la courbe idéale. Alors parfois, ça pinaille. Des fois, ça marche tout de suite, et puis des fois, ça pinaille un peu. On va chercher la courbe idéale, c'est-à-dire de définir quelle est la température de l'eau par rapport à la température extérieure. Et une fois qu'on a défini ces points-là, on va éviter de surconsommer, éviter de produire de l'eau à 60 degrés quand il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc, les têtes thermostatiques, la sonde extérieure, là, il y a un vrai travail de régule qui commence à être intéressant et de baisse de consommation. Par-dessus, vous rajoutez un petit thermostat central qui vient un peu centraliser les informations et vous aider dans votre vie quotidienne. À savoir que quand on veut faire de l'abaissement de température, on évite de dépasser 2 degrés. Au-delà de 2 degrés, on va surconsommer à remonter en température la maison. Une maison qui est fermée toute la journée, vous l'abaissez de 2 degrés, vous rentrez le soir, elle est réglée pour redémarrer juste avant vous, elle surconsomme à peine. Vous n'avez pas ouvert les portes, vous n'avez pas ouvert les fenêtres, vous n'avez pas eu de vie dans la maison, donc vous n'avez pas fait de déperdition. Il y a juste la VMC qui va en faire un petit peu. On en parlera après. Voilà, donc la régule fait vraiment partie de la vie de la maison. Je le vois dans certaines maisons, on ne peut pas faire d'isolation. Typiquement par chez nous, on a beaucoup de maisons en pisé, en terre. Le pisé, c'est très compliqué à isoler. On n'a que le choix de faire un enduit de chaux et de chanvre pour avoir un petit air de plus. Souvent, on me dit oui, mais moi l'été, il fait frais dans la maison, elle est bien isolée. Non, elle fait bien partir la chaleur. Surtout ça. Qu'en hiver, elle fait bien partie la chaleur. Donc c'est compliqué et parfois on se retrouve sur des maisons où non, on ne peut pas faire d'isolation par l'intérieur, on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur, surtout sur ce type de biens. Eh bien, on va travailler sur la régule parce que souvent on a des vieux radiateurs en fonte et on n'a pas de tête thermostatique dessus. Donc on va travailler là-dessus, on va dire on met des têtes thermostatiques, on va travailler vraiment sur cette partie-là et vous ferez une première partie d'économie de chauffage. Et quand on le retrouve dans l'audit, le fait d'avoir mis de la régulation va avoir un impact. Ça soit un thermostat central ou du thermostat individuel ou bien les têtes thermostatiques. Putain, ça fait beaucoup d'infos parce qu'à chaque fois je pense au truc et je me dis j'étais pas du tout structuré. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est important, ouais. Même pour les têtes thermostatiques, je crois qu'il n'y avait pas un truc aussi avec les chaudières gaz, il faut que tu aies toujours une tête d'ouverte. Alors voilà, ça après c'est dans le détail. Ouais, j'y suis tout à fait, j'y suis pas allé dedans. Au plombier qui vient poser aussi le. Dans toutes les chaudières. Ouais, dans toutes les chaudières, si tu veux, et c'est un fonctionnement qui est relativement simple à comprendre, tous les systèmes de chauffage qui vont avoir un circulateur, donc il va avoir une machine qui va pousser l'eau et qui, elle, va chauffer, si la quantité d'eau
qu'elle va faire tourner est trop faible, elle va se mettre en erreur. Parce qu'elle va dire, attends, c'est n'importe quoi, je suis en train de chauffer 10 litres, je ne suis pas du tout prévu pour ça. Donc elle se met en erreur maintenant, parce qu'il y a de l'électronique, avantage et inconvénient. Avant, dans le temps, eh ben, ça posait de gros problèmes sur les brûleurs, sur la fumisterie. Donc on avait vraiment un impact néfaste à avoir ça sous cette forme-là sans radiateur tout le temps ouvert. Donc maintenant, on conseille, et on a toujours dit, d'avoir au moins un radiateur qui est constamment ouvert, et on privilégie l'entrée, parce que c'est un espace quand même où on passe très régulièrement, et la salle de bain, parce que c'est un espace où on aime bien avoir un peu plus chaud qu'à la normale. Voilà. Mais en effet, pour le bon fonctionnement des systèmes hydrauliques, il faudrait avoir toujours un radiateur d'ouvert. De la même manière que c'est une très mauvaise idée d'avoir des têtes on-off sur un plancher chauffant. Il y a certaines marques qui proposent en fait d'avoir des régulations directement sur les têtes du plancher chauffant. Là, on fait le réglage du débit, qui est relié avec un thermostat dans la pièce, et c'est du contact on-off. C'est-à-dire que quand ça passe la température que vous avez donnée, ça va couper ou ouvrir. Sauf que le problème, c'est que ça vient couper une fois, deux fois, trois fois. Et vous avez un problème, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'eau ne va pas se faire correctement. Et en plus, votre installateur, quand il fait l'installation, il règle un débit d'eau par pièce, par taille de tuyau. Et si on vient fermer un des tuyaux, eh ben, on va augmenter le débit d'eau sur les autres. Donc, on a un mauvais fonctionnement. Donc, il faut faire très attention à cette partie-là. Mais on revient donc sur les débits d'eau, et tu as tout à fait raison, Alexandra, sur le fait qu'on ait besoin d'avoir toujours quelque chose d'ouvert. C'est important. Gaz, je vous ai donné les prix, donc c'est bon. Fuel, pareil, on ne parle pas de clim, pas de rafraîchissement, c'est clair, c'est enlevé. Chaudière fuel, ça coûte super cher. On a encore le droit d'installer des chaudières fuel, pas interdit. On peut avoir des chaudières fuel à condensation. Voilà. Et apparemment, il y aurait un petit truc qui traîne de la possibilité d'installer des chaudières fuel dans des endroits où d'autres systèmes de chauffage ne pourraient pas être installés. Voilà. C'est pas complètement la mort des chaudières fuel. Certains s'empressent aujourd'hui à changer les chaudières fuel. Avantage, inconvénient, je dirais aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage à conserver du fuel si on peut passer à autre chose, même du fuel au gaz. Inconvénient, le prix du fuel, les odeurs, le fonctionnement, l'entretien, c'est complexe, c'est assez compliqué. Je suis en train de regarder. On a Alexandra qui nous quitte. Et on fera la suite dans la prochaine fois. Si tu veux, Alexandra, oui. On s'arrête là? Ouais, vas-y, tu peux continuer. Tu voulais présenter tous les systèmes, et après, il y avait d'autres chapitres. Ça. Oui, après, c'est les autres chapitres. Donc, dernier tout, système de chauffage, on est sur le fuel. On fait question-réponse là, et puis après, on pourra enchaîner sur autre chose. C'est ça. Il n'y a pas de souci. C'est très bien. Ça me va parfaitement. Il te restait après, du coup, VMC. Tu voulais nous dire. Eh bien, après, petit coup sur VMC, plus canadien qui touche le VMC, et après, rapidement sur l'eau chaude sanitaire, l'électricité, le solaire, et voilà. Ok. Bon, ouais, on peut faire ça dans un deuxième temps. Comme ça, là, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont partis aussi. Comme ça permet de faire plus light. Puis, pas de souci. Comme ça, ils seront plus concentrés pour la prochaine partie. Non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez des questions? Non. Et toi, sinon, t'es chauffé comment chez toi? Alors, moi, j'ai récupéré une maison qui était chauffée au fioul avec un système d'air pulsé. Je l'ai remplacé pour des raisons de budget parce que je ne pouvais pas me payer une PAC tout de suite. J'ai isolé correctement, j'ai mis un réseau d'eau en plancher chauffant. Donc, j'ai pas du tout hésité. Et là, par contre, je me suis pas trompé puisque c'était un conseil d'un pro où, comme j'ai laissé que les 4 murs, j'ai levé la chape maigre. Ça prenait un peu plus de contraintes. J'ai mis un isolant, un réseau d'eau. Et derrière, j'ai mis une petite chaudière électrique qui nous a chauffé quelques années, le réseau d'eau, mais avec une bonne régule, donc température extérieure, bonne isolation, c'était pas si pire. Et ensuite, quand j'ai pu, je suis basculé sur une pompe à chaleur RO parce que j'ai pas le gaz disponible là où je suis et je risquais pas de me mettre au fioul. Voilà. Pour la petite. Okay. Très bien. Merci. Ouais, je pense que le conseil aussi, c'est surtout le dimensionnement des équipements. Je pense que c'est un vrai problème de trouver des professionnels qui soient bien formés sur toutes ces thématiques.
Ouais, complètement, c'est un vrai problème. Mais après, il y a des éléments clés, on en a parlé rapidement. RGE, déjà, bon, c'est un petit gage complémentaire. C'est pas exceptionnel parce que là, ces derniers temps, c'est plus compliqué. Mais après, vous le voyez bien, s'il mesure les radiateurs, si il fait une vraie étude sur l'isolation, parce que souvent, ils ont pour habitude de se dire, maison de quelle année? Ouais, oh, c'est 100 watts du mètre carré, les déperditions. Et puis voilà, quoi. Ça marche pas. Ouais. Je suis pas allée jusqu'au bout d'un projet en totale rénovation avec tous les bouquets travaux refaits, que ce soit isolation et chauffage. En tout cas, on n'avait pas posé la question de quel isolant allait être mis, quelle épaisseur, et voilà, on nous a chiffré des radiateurs électriques et J'ai eu le cas d'un client où ils font une rénovation globale. C'est génial, ils sont suivis par le projet Solia, c'est parfait. Ils me disent donc qu'ils nous font un devis pompe à chaleur. Je dis très bien, est-ce que vous avez aujourd'hui choisi vos isolants et tout? Oh il doit avoir, on va mettre entre 12 et 14 sur les murs. On va peut-être faire les combles et puis on verra pour les fenêtres. Je dis pas là, je vous fais pas de devis. Ah oui, mais vos confrères, ils le font. Oui, mais là, non. Ah non, en fait. Tu as tout à fait raison, c'est ça. compliqué. Merci à vous. On va se quitter là-dessus. On calera une date, et puis on parlera sur cette date. Prochaine, par exemple. Ouais, comme ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Naïma, préparez vos questions pour le prochain coup. Ouais. Naïma, tu as peut-être une question, oui. Non, pas tout de suite. J'attends la fin avec le deuxième webinaire pour me lâcher sur les questions. Ouais, c'est ça. Ça, on prévoira une grosse session questions-réponses. C'est ça. Merci beaucoup pour votre attention. C'était super. Merci à toi. On a appris plein de choses, en tout cas. Et puis, à la prochaine. Alors. À la prochaine. Excellente soirée. Merci. Bonne soirée.